Les dossiers de défaillance d'entreprise dans l'immobilier s'empilent. C'est donc en toute logique que nous en parlons avec une avocate en charge de la pratique de droit immobilier, Catherine Saint-Geniest, avocate associée et co-managing partner chez Janté, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Catherine, ces défaillances, je le disais, elles sont en hausse et en hausse rapide. Ça, c'est une étude du cabinet Altares qui le dit. Dans la construction, c'est plus de 28% de défaillances au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière. Les défaillances dans le secteur des agences immobilières, elles continuent de doubler avec 98% pour 172 unités, soit son plus haut niveau depuis 10 ans. C'est ce que je disais. Catherine Saint-Geniest, est-ce qu'on peut rappeler d'abord ensemble ce qu'on entend par le terme défaillance d'entreprise? C'est vrai qu'on entend beaucoup, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Est-ce qu'on peut remettre un peu les pendules à l'heure? Oui, alors très, très rapidement, parce que ce n'est pas spécifique au secteur de l'immobilier, évidemment. Il faut bien distinguer les procédures de sauvegarde et les procédures de redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Donc en matière de sauvegarde, on a deux types d'actions qui sont la conciliation ou le mandat ad hoc. Et là, on a des entreprises qui se mettent sous procédure de sauvegarde, qui ne sont pas en état de cessation des paiements. Donc elles sentent qu'elles ont des difficultés majeures, et donc elles vont demander soit un mandat ad hoc pour les aider, donc un tiers qui va être nommé par le tribunal de commerce, qui va les aider à résoudre une difficulté particulière, soit une procédure de conciliation. Elles ont par exemple une catégorie de créanciers qui leur pose une difficulté, et là encore, il va y avoir un tiers à l'entreprise qui va intervenir pour les aider à négocier avec les créanciers. Donc se mettre ainsi sous la protection du tribunal de commerce, c'est la première étape. Et on n'en arrive pas forcément donc toujours à la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, c'est le bout de la chaîne. Donc avant, il y a éventuellement cette étape de conciliation, de sauvegarde, qui n'est pas obligatoire, évidemment. Si c'est la cessation des paiements, l'entreprise a l'obligation de déposer son bilan. Ça veut dire que là, elle se place sous le régime du redressement judiciaire. Redressement judiciaire, ça veut dire qu'il y a des perspectives de redressement. Donc on doit normalement en sortir par un plan de redressement. Là aussi, protection du tribunal de commerce, un administrateur judiciaire, un commissaire qui est un magistrat du tribunal de commerce qui va suivre l'évolution de la situation de l'entreprise, et la liquidation judiciaire, soit si on n'arrive pas à trouver un plan de redressement, soit si le plan de redressement échoue, ou procédure simplifiée, on va directement à la liquidation judiciaire quand le tribunal de commerce considère que décidément il n'y a plus qu'à démanteler l'entreprise, céder les actifs, traiter les sujets de salariés, etc. Est-ce que là, on sait dans le détail combien de pourcentage? Là, j'ai parlé de chiffres qui étaient quand même assez impressionnants. Tous ne vont pas jusqu'à la liquidation judiciaire. Non, on n'est pas. On est au début de ces difficultés. On espère pouvoir les contenir justement par ces procédures de protection des entreprises. Et c'est vrai, vous avez cité les entreprises de travaux, les promoteurs, les agents immobiliers, évidemment, les notaires, on peut citer également, et d'autres acteurs qui sont en difficulté, c'est certain. Mais on n'est pas dans une vague de défaillance. Il faut aussi rappeler tout de même que on a eu l'effet Covid, c'est-à-dire en 2020, 2021, 2022, on a eu extrêmement peu de défaillance des entreprises qui étaient soutenues par l'ensemble des mesures gouvernementales, et c'est normal qu'on ait un rattrapage. Voilà. Cette hausse des dossiers, est-ce que vous la constatez, concrètement? Oui, on la constate, puisqu'on voit bien, par exemple, dans le secteur de la construction, qu'on a des c'est bien de séparer les deux, quand même, Catherine Saint-Geniest, l'immobilier et le secteur de la construction. Les sujets sont liés. On est dans un secteur où tous les acteurs se tiennent la main, c'est certain, mais dans l'action de construire, vous allez avoir les entreprises de travaux qui négocient des prix et qui se trouvent aujourd'hui dans une situation où elles ont en général des marchés de travaux à forfait. Elles ont négocié un prix, elles ont négocié des délais. Les prix flambent. L'approvisionnement en matériaux est un secteur tout à fait tendu, et également on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc cela fait pour les entreprises de travaux des délais qui dérapent et des prix qui flambent. Donc elles essayent de les répercuter sur les promoteurs, avec des difficultés quand on a un marché à forfait, évidemment. Les promoteurs reçoivent les biens immobiliers à commercialiser avec retard, parfois avec des surcoûts.
On a donc des difficultés liées aux pénalités de retard qui doivent se négocier entre les différents intervenants. Et en plus, ces promoteurs-là, une fois qu'ils ont reçu les produits dans ces conditions difficiles, ils ont du mal à vendre. Et là, on passe au sujet vente. Oui. Et les ventes, on le sait... C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. C'est pour ça que vous vouliez commencer par le secteur de la construction. Exactement. Et les difficultés dans le secteur de la construction. Alors là, c'est le neuf dont on parle. Donc, l'immobilier a des difficultés dans le neuf, mais aussi dans l'ancien, c'est certain. Mais globalement, on sait qu'on a des ventes qui sont ralenties parce qu'on a des gros problèmes de financement. Et pas seulement dans le résidentiel. C'est pareil, une entreprise qui aujourd'hui... veut construire une unité de production, elle a exactement les mêmes difficultés. Il faut qu'elle trouve un investisseur pour acheter le terrain, et il faut ensuite que celle-ci négocie le marché de travaux, ce qui est difficile. Chacun va prendre des risques dans cette opération de temps instable, et on va avoir aussi des difficultés forcément au cours du chantier. C'est la question que je posais en préambule de cette émission, comment les acteurs, vous les suivez d'ailleurs, en suivant ces dossiers-là, comment les acteurs du secteur aujourd'hui s'organisent pour réagir à ça? Alors, dans le secteur de la construction, il s'organise un peu a posteriori pour ce qui a déjà été conclu. Donc, selon la règle qu'un arrangement vaut mieux qu'un procès, c'est évident, puisqu'il faut aller vite. Quand on a un chantier en cours, qu'on a une entreprise qui est défaillante, qui ne va plus pouvoir commander, par exemple, les matériaux pour poursuivre le chantier, le promoteur a intérêt à trouver une solution. Donc, on essaye de trouver des solutions, de négocier les pénalités de retard, de voter des prix complémentaires pour essayer en tout cas de ne pas bloquer le chantier. Ça, c'est impératif. Mais on voit aussi que certaines opérations finalement ne se font pas. On a des échecs de négociation et on a des contrats pour les nouvelles opérations qui sont ralentis parce que chacun va regarder les clauses à la loupe. On n'est pas encore dans le retour de ce qu'on appelle les MAC clauses qui vient du droit anglo-saxon, et en droit français sont les clauses d'événements imprévus qui sont au détriment de l'une des parties, donc qui permettraient de négocier. C'est pas l'usage dans ce secteur-là, où on privilégie les marchés à forfait, effectivement, pour que les parties sachent exactement où elles vont. Donc tout ça donne une crispation finalement générale dans les opérations. Une crispation générale, et pourtant j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus si pessimiste que ça. Vous dites qu'on sent une tendance, qu'on est au début. Moi, j'aimerais quand même vous poser la question. Je le disais, peut-être une suite logique d'une crise qui dure aussi, ces défaillances d'entreprise. Vous, quelles sont selon vous les conséquences, quelles pourraient être en tout cas les conséquences à long terme de toutes ces défaillances dans un secteur qui est donc déjà bien impacté? Il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser à la crise post-Lehman Brothers 2009-2010, juste après septembre 2008. Et à l'époque, on s'était dit on va tout régler en 1 an, 2 ans, et on va repartir. Ça a été évidemment beaucoup plus long que ça. On a mis pratiquement 10 ans à revenir là où on était avant la crise. Ici, la situation est quand même pas la même. D'abord, on a appris, mais on a certains éléments. On a par exemple la hausse des indices qu'on retrouve comme on l'avait eu en fin 2008, avec des valeurs locatives qui se tassent, voire qui s'effondrent, et des taux d'intérêt qui augmentent. Donc ces disparités-là, il faut absolument qu'on trouve un moyen de les aplanir, et il faut que les différentes parties qui sont face à face trouvent des solutions. Et aujourd'hui, elles semblent plus disposées qu'il y a une vingtaine d'années, finalement, à le faire. Merci beaucoup Catherine Saint-Geniès d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes avocate associée et co-managing partner chez le cabinet Janté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.